Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoilà pour une vidéo de Cross Connect, votre chaîne, naturellement, que nous utilisons pour partager l'information entre les communautés francophones et anglophones. Nous revoilà pour la partie 2 de notre histoire de l'argent, où l'argent est-il l'origine du mal? Et dans cette partie 2, comme vous pouvez voir mon écran, ce dont nous allons parler, c'est l'émergence de la monnaie marchandise. Afin de profiter des biens les plus courants pour faciliter les échanges entre les communautés, mais également les échanges de marchandises ou de services. Donc, dans la partie 1, ce que nous avons pu voir que nous avions un focus sur les sociétés antiques, donc les premières sociétés de la région qu'on appelle la Mésopotamie. Donc, à mesure que les sociétés mésopotamiennes se sont développées en complexité et que le commerce et l'échange, enfin, en réalité, est devenu de plus en plus crucial. Les limites du système du troc sont devenues un peu plus évidentes. Les commerçants avaient besoin d'un moyen plus efficace, plus fiable, afin d'échanger des biens et des services. C'est ainsi que la monnaie marchandise a émergé comme une solution naturelle. Ok. Donc, dans ce contexte-là, on est dans le contexte des premières civilisations humaines, où les gens s'installent de manière stable, soit dans des villes, soit dans des grands villages. On est dans la Mésopotamie antique ou les premières civilisations humaines. On met l'accent sur des exemples spécifiques de monnaie marchandise primitive. Donc, ce que l'on essaie d'adresser avec la monnaie de marchandise primitive, c'est l'idée que on essaie d'adresser des besoins de variabilité, de la qualité, la complexité du stockage et la divisibilité qui est somme toute limitée quand on fait du troc. Donc naturellement, on cherche à avoir une forme de divisibilité sur des échanges relativement petits, moyens ou grands éventuellement. Donc l'évolution de la monnaie marchandise est intéressante, mais amène aussi quelques formes de limites en tant que moyen d'échange. Donc il y a quelques points clés qu'on peut notamment citer. Les animaux d'élevage tels que les bovins, les ovins et les caprins, okay, étaient, no, étaient couramment utilisés comme moyen d'échange dans les sociétés primitives humaines ou bien les sociétés mésopotamiennes anciennes. Cependant, le bétail peut s'avérer difficile à stocker, à transporter, surtout si on fait des échanges à plus longue distance. Okay. Et sa valeur peut varier en fonction de certains facteurs. L'âge, la santé de l'animal et la saisonnalité. Les céréales, d'autres formes de monnaie marchandise sont les céréales, telles que l'orge, le blé, constituaient une autre forme de marchandise populaire utilisée comme monnaie. Bien que les céréales soient plus faciles à stocker et à transporter que le bétail, leur valeur peut également fluctuer en fonction de certains facteurs, tels que les rendements des cultures et la demande. Donc on voit une fluctuation un petit peu comme le stock market ou bien la bourse. Mais effectivement, ces éléments ont un effet. Les métaux précieux tels que l'or et l'argent étaient hautement estimés. Alors, pour une raison très simple, la durabilité, ce sont des métaux qui sont inoxydables. Okay, donc, ils sont hautement estimés pour leur valeur, qui servaient à la fabrication de bijoux et d'autres objets qui permettaient on pouvait les conserver et les échanger pour certains échanges de haute valeur ajoutée. Ces métaux étaient largement utilisés comme moyen de paiement. Cependant, ils étaient relativement rares et coûteux, ce qui les rendait moins accessibles à la population en général. C'était plutôt les personnes de la nobilité ou des gens de haute facture dans la société primitive qui accédaient en fait à ces ressources qui étaient relativement rares. Maintenant, comme on revient un petit peu sur la Mésopotamie, on peut dire qu'effectivement que la principale monnaie marchandise de l'époque était principalement le bétail. Les bovins, les ovins et les caprins, comme je le disais, étaient appréciés pour leur viande, leur lait et leur travail. Donc c'était plutôt un investissement plutôt qu'une véritable monnaie, puisque quand on conservait l'animal pendant un certain temps, il donnait non pas simplement de la viande, mais il donnait du lait. Donc c'était plus un investissement plutôt qu'une véritable monnaie. Il servait notamment comme moyen d'échange. Les commerçants avaient la possibilité de troquer du bétail contre d'autres marchandises et aussi les services.
tels que les céréales, des outils, des textiles ou bien des services. Ça peut être des services comme la protection, ça peut être des services comme des bras qu'on va utiliser comme de la main-d'œuvre. Cependant, la conservation et le transport du bétail peuvent s'avérer complexes et leurs valeurs peuvent varier en fonction de différents facteurs. Comme je le disais, la santé, l'âge et la saisonnalité. Un animal malade ou blessé peut avoir une valeur moindre qu'un animal en bonne santé. On peut imaginer que si on transporte un animal ou un troupeau d'animaux vers une région, dans une autre région, la perte d'un animal, la blessure d'un animal peut avoir des effets dévastateurs sur la valeur du bétail que l'on souhaite échanger. Et ça pouvait également varier en fonction de la période de l'année. Le grain, de l'autre côté, est une marchandise populaire, utilisée comme moyen très courant en Mésopotamie ou dans toute société de l'Antiquité. L'orge et le blé est également indispensable à la production alimentaire, mais également la production de boissons fermentées, telles que le vin, la bière, et servait également à quitter les impôts. On a pu voir que les impôts, notamment sur la taille ou bien sur la dîme, ont toujours été taxés de manière importante sur les céréales. On a pu voir ça au Moyen Âge, on a pu voir ça au cours de l'Ancien Régime en France ou en Angleterre. Donc il servait à acquitter, donc, comme je disais, les impôts, les tributs envers les souverains. Les céréales étaient plus faciles à stocker. Okay. Naturellement, les céréales sont plus petites une fois qu'elles sont battues et récupérées. Elles sont plus faciles à stocker et à transporter que le bétail. Cependant, leur valeur peut également varier en fonction des rendements et des récoltes, mais également de la demande. Un surplus peut amener une valeur diminuée. Une disette de céréales peut amener plus de valeur à une production qui est limitée, naturellement. Maintenant, les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, comme je le disais, sont également utilisés comme moyen d'échange dans les sociétés antiques, notamment en Mésopotamie ou dans les sociétés antiques même. On peut penser à l'Égypte ancienne, on peut penser à la Grèce antique ou à la Rome antique. Ces métaux sont très précieux pour leur valeur et leur durabilité. Ils servaient notamment à la fabrication de bijoux et plus tard ils serviront même à la fabrication de la monnaie frappée. Mais également d'autres objets qui sont utilisés de manière commune. Okay. Cependant, ils sont relativement rares et coûteux et tout le monde n'y a pas accès. Okay. Bien que la monnaie marchandise ait offert un moyen plus efficace, comme vous pouvez le constater, pour échanger des biens, des services, au-delà du troc, parce que le troc a une forme de limitation. Les valeurs de ces marchandises pouvaient varier et il y avait une forme de fluctuation qui s'imprégnait au sein de ces monnaies marchandises, ce qui rendrait difficile la détermination de leur juste valeur dans un échange. De plus, la monnaie marchandise était souvent difficile à stocker, à transporter, et notamment à maintenir sur de longues distances. Donc, quand on veut faire des longues distances, c'est extrêmement compliqué d'utiliser la monnaie marchandise. De plus, le phénomène de l'argent, même si on n'en est pas encore à la monnaie, on va y rentrer dans la partie 3 et 4, on va rentrer de plus en plus profondément sur la logique de l'argent tel qu'on conçoit aujourd'hui. Mais le phénomène de l'argent en lui-même pouvait se révéler avec un potentiel de corruption. Corruption humaine, comme je le disais, l'argent est à l'origine du mal, dans le sens où le potentiel de corruption et d'exploitation est important. La monnaie marchandise en tant qu'objet tangible, ayant une valeur perçue et appréciable des deux côtés, pouvait être manipulée et utilisée pour obtenir un avantage injuste. On peut notamment penser aux métaux précieux, qui peuvent avoir une influence ou peut-être monétisés d'une manière avec un avantage injuste d'un échange envers un autre. Donc, ce qui amène une potentialité de malversation. Par exemple, les commerçants pourraient stocker ou contrefaire de la monnaie marchandise afin de créer une pénurie artificielle, notamment on peut voir sur les grains, ce qui a toujours été le cas. On crée des disettes, on crée des famines artificielles, qui créent une pénurie qui amène une valeur plus importante. Ou de tromper autrui. Le but étant d'utiliser l'appât de métaux précieux qui peuvent se conserver plus longtemps de manière plus longue dans le temps, peuvent être un moyen de faire des échanges qui
qui sont injustes ou de manière, on va dire, non équitable. Cela met en lumière les risques et les défis inhérents liés à l'utilisation des matières premières physiques comme moyen d'échange. Donc, comme vous le voyez, même dans les principes les plus anciens de la monnaie, il y a un risque de corruption humaine. Et c'est ce qui va s'accélérer, c'est ce qui va s'accélérer au cours du temps, et on pourra le voir dans les parties 3 et 4. Ben, je vous remercie pour votre attention et on se revoit pour la partie 3.